Allez, on va, on va reprendre. On reprend donc avec la prochaine table ronde et on aurait pu d'ailleurs garder monsieur le député Nury puisque il était bien inscrit c'était une bonne introduction à cette table ronde puisque comme on le disait l'autopartage a aussi la volonté et la mission d'être inclusive en termes de territoire et ne s'adresse pas exclusivement aux grandes métropoles. Et je remercie Honoré du CEREMA et le CEREMA d'être aussi un fidèle partenaire de l'association, plus récent, mais de plus en plus avec le CEREMA, on va être amené à travailler ensemble, qui va présenter sa table ronde et donc parler des zones un peu moins denses que les grandes cités et peut-être intéresser la Tarentaise. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, André Rouland, je suis chef de projet sur les mobilités partagées au CEREMA. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec d'ailleurs une forte représentation féminine sur cette table ronde, donc sur la thématique de l'autopartage en ville moyenne et en zone périurbaine et rurale. Alors peut-être un petit peu d'introduction, c'est qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle sur cet autopartage dans ces territoires. La mauvaise, c'est que le modèle d'autopartage en milieu urbain est difficilement réplicable en zone peu dense. On l'a vu tout à l'heure, des difficultés déjà économiques à s'étendre vers le périurbain. Et donc ces difficultés exacerbées en territoire plus rural. Et l'autre problématique, c'est bien sûr que les bénéfices de l'autopartage, dont on a parlé tout à l'heure, notamment sur les comportements de mobilité et sur la démotorisation, ils sont très liés à la présence d'un bouquet de mobilité qui est performant. En zone urbaine, évidemment, on a tout ce qu'il faut avec le train, les transports collectifs, maintenant beaucoup de covoiturage, les modes actifs, bien sûr. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des expérimentations un petit peu partout dans les territoires ruraux ou en zone périurbaine. Et donc, on a le plaisir d'accueillir autour de cette table ronde donc, nos 4 intervenants du jour qui vont nous présenter un petit peu leur service d'autopartage sur le territoire. Alors, je vais le faire du nord au sud, du coup. On commence par du coup, le PNR du Pilat, donc le parc naturel régional du Pilat, représenté donc, par la directrice du parc, Sandrine Gardet. Toujours dans la vallée du Rhône et un tout petit peu plus au sud, donc on est à Valence Roman Mobilité, qui est représentée aujourd'hui par Pauline Méallier, donc qui est directrice adjointe de Valence Roman Mobilité. Encore un tout petit peu plus au sud et toujours dans la vallée du Rhône, donc on aura Marine Schall qui est chargée de mission mobilité à Dromolible, qui est une association sur l'écomobilité dans la Drôme. Et cette fois-ci, on quitte la vallée du Rhône et on va beaucoup plus au sud, donc dans une communauté de communes du pays de Fayence. On aura donc Samuel Bertrandi qui est directeur du pôle valorisation et équilibre territorial, donc communauté de communes du Var. Voilà, pour tout de suite lancer les débats un petit peu, je vous propose de nous expliquer pourquoi vous vous êtes d'abord lancé dans l'autopartage et quel a été l'élément déclencheur et le type d'autopartage que vous avez mis en place. Samuel. Je commence, ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'élément déclencheur, ça fait suite d'abord à la prise de compétence à la suite de la LOM, donc de la communauté de communes du Pays de Fayence sur autorité organisatrice de la mobilité. Nos élus n'avaient pas du tout comme optique de développer des lignes de transport urbain. On a un territoire rural, quoique de 30 000 habitants sur 9 communes. Mais voilà, c'est un service qu'on n'aurait pas pu assumer. Ils avaient dans l'optique plutôt d'offrir un bouquet de services de mobilité alternatifs à la voiture individuelle et à l'autosolisme, qui représente la très, 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 très grande majorité de nos déplacements. Et parmi ce bouquet, la volonté de développer l'autopartage en territoire rural. Et une des raisons principales, c'est que la moitié de nos actifs se déplacent en dehors de notre territoire, parce qu'on est très polarisé par les Alpes-Maritimes. Et donc, il y a des mouvements pendulaires très forts chaque jour sur notre territoire, un territoire rural avec des bouchons. Et pour répondre à cet enjeu, ils avaient cette idée d'autopartage. Et on a eu une coïncidence parfaite, puisque un porteur de projet est venu nous rencontrer quelques mois après cette prise de compétences pour développer une offre d'autopartage rural 100% électrique. Cette offre, c'est devenu une filiale du Crédit Agricole qui s'appelle Agile Autopartage. Voilà. C'est pour l'élément déclencheur.
Est-ce que... Oui. Marilyn, peut-être vous avez un positionnement un peu particulier en tant qu'association. Oui, alors peut-être rappeler en effet qui est Dromolib. Dromolib, on est une association agence d'écomobilité créée en 2014 avec 7 salariés aujourd'hui, donc qui s'est fortement développée depuis 10 ans. Nous, on accompagne le changement de mobilité auprès des entreprises, des collectivités et aussi du grand public. Donc on va faire de l'information, de l'accompagnement, de l'animation sur les territoires ruraux, Drôme rural. Vraiment, on n'intervient pas sur l'agglomération de Valence ou de Montélimar, par exemple. Et notre mission, c'est d'avoir un coup d'avance en fait sur le changement de mobilité et sur notre mobilité, en se disant qu'on ne veut pas avoir à subir les changements que va apporter le changement climatique. Et donc c'est vraiment l'idée d'avoir un coup d'avance sur notre mobilité. Le projet là d'autopartage dont je vais vous parler, c'est un projet en effet en boucle en libre service, mais c'est vrai que sur notre territoire, il existe aussi des groupes d'autopartage entre particuliers. On en a parlé un tout petit peu et je pourrais y revenir. Ce qui a déclenché, alors il y a 3 éléments vraiment qui ont déclenché ce projet d'autopartage qui est aujourd'hui une expérimentation. D'abord, c'est en effet la structuration du territoire. Là, on est dans la vallée de la Drôme, entre là où la Drôme prend sa source, c'est-à-dire le pays du Diois, jusqu'à la confluence avec le Rhône, Livron-l'Oriol. Donc un territoire qui traverse une rivière qui traverse 120 communes, un territoire rural qui est structuré autour de quelques pôles qui sont en effet des gares et des pôles structurants, des villes structurantes, mais qui n'ont pas suffisamment d'offres de transport en commun pour répondre à tous les besoins du territoire. Donc les territoires, notamment là, les 2 communautés de communes avec lesquelles on travaille, communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant, et la communauté de communes du Val-de-Drôme en Biovallée, ont déjà travaillé ensemble sur un plan de mobilité vélo sécurisé et travaillent aussi fortement sur la mise à disposition de vélos à assistance électrique pour les habitants dans la perspective que les personnes s'équipent après avoir testé. Et là, l'idée, c'était de venir apporter avec l'autopartage une nouvelle solution de mobilité sur le territoire qui vienne compléter l'offre de transport en commun, la marche à pied, le vélo, le covoiturage et tout ce qui était déjà disponible pour continuer à rendre accessibles les services, les équipements, et pas rester isolés en fait sur nos territoires où la densité est à peu près de 56 habitants au kilomètre carré. Voilà, donc là, il s'agissait vraiment de développer une offre complémentaire avec les gares. Et là, l'autopartage, c'est vraiment cette complémentarité. Il y a un deuxième élément, c'est évidemment l'enjeu de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de démotoriser. On en a beaucoup parlé sur la table ronde précédente. Là aussi, nous, on pense que l'autopartage, ça peut être un moyen pour les personnes, quand elles le peuvent, de se libérer de la voiture, et notamment de la deuxième voiture du foyer, qui est souvent peu utilisée. En Drôme, pour le dire, le taux moyen d'équipement des Drômois est de 88%. 88% des Drômois possèdent une voiture. La moyenne nationale, c'est 81%. Donc on est quand même à 7 points de plus. Et c'est principalement sur le taux d'équipement de 2 véhicules et plus où on gagne ces 7 points, en fait. Donc il y a un enjeu de démotorisation et de se libérer de la deuxième voiture. Et puis, il y a eu en effet une opportunité de financement. Nous, pour le coup, le territoire de la Biovallée a répondu à un programme d'investissement d'avenir porté par la Caisse des dépôts, qui a permis d'apporter des financements. Et on a proposé une action autour des nouvelles mobilités en milieu rural, ce qui nous a permis de lancer et de tester l'autopartage et de lancer cette expérimentation autour de l'autopartage. Merci. Côté Valence Mobilité, qui peut-être ressemble un peu plus à un modèle déjà un peu urbain. Oui, tout à fait. Donc bonjour. Donc Valence Roman Mobilité. Donc juste pour situer, donc beaucoup de gens connaissent Valence, l'autoroute A7, la gare TGV, etc. Donc qui est une ville moyenne. On a aussi un territoire quand même qui est beaucoup plus rural. 67 communes sur Valence Roman Mobilité, qui est sur 2 départements, la Drôme et l'Ardèche. Donc on a des communes aussi avec quelques milliers, voire quelques centaines d'habitants. Donc c'est vrai que c'est un territoire assez atypique. Donc nous, on a 2 éléments déclencheurs aussi pour le développement de l'autopartage. Donc tout d'abord une forte volonté politique. On a voté notre PDU en 2015 et il y avait déjà cette volonté de développer tout un panel de mobilité, dont l'autopartage. Et quand on a fait un petit peu, donc on a avancé dans la mise en œuvre avec nos élus du PDU, et en 2017, on a fait un petit peu un bilan de nos services, et c'est vrai qu'on avait déjà pas mal de services qui étaient développés. On a du VLS, du VLD, un réseau de transport en commun qui est assez fourni pour notre territoire. Donc c'est vrai que le maillon manquant, nous a apparu l'autopartage. Donc on a lancé une étude de faisabilité pour confirmer un petit peu tout ça avec un bureau d'études spécialisé dans le domaine, et on nous a confirmé, et on nous a encouragé à nous lancer dans l'aventure autopartage. Donc
on nous a conseillé de le faire progressivement aussi, au vu de notre territoire, de ne pas commencer à déployer des 50 véhicules d'un coup, de commencer aussi sur des modèles de motorisation assez classiques. Comme je disais à mes collègues tout à l'heure, on ne s'est pas lancé encore dans le double challenge, et on pourrait y revenir plus tard, autopartage plus électrique. Donc on est parti dans cette aventure en 2017, donc avec de l'autopartage en boucle aussi, qui à l'époque était l'autopartage aussi le plus éprouvé, le plus connu. Donc sur un modèle assez simple, avec un partenaire qui était aussi déjà bien connu sur le territoire Alpes, Auvergne et puis aussi national, donc avec l'opérateur Cities, donc qui nous a apporté aussi toute son expertise de terrain, bien évidemment les véhicules, etc., la gestion de l'autopartage, tout ce qui est aussi commercial. Et nous, on apporte aussi notre connaissance du terrain, disposer aussi des meilleurs emplacements, etc., la communication aussi, auprès des uns et des autres. Donc, on est arrivé progressivement sur notre territoire à 20 véhicules. Donc, on a démarré avec 6, on est arrivé avec 20. Donc, on voit que petit à petit, on augmente au fil de l'eau les véhicules. Sandrine Gardet, peut-être sur le PNR du Pilat, avec une particularité, c'est que les véhicules sont propriétaires du parc. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'élément déclencheur ? Oui, alors déjà, je vais aussi resituer le parc du Pilat. Donc, ça n'a rien à voir avec la dune du Pilat. C'est juste au sud, là, c'est pas très loin de Lyon et de Saint-Étienne. Donc les parcs naturels régionaux, on est 58 en France, et à ne pas confondre avec les parcs nationaux. Voilà, j'arrête là. Donc on est aussi sur un territoire rural, mais en forte périurbanité quand même, puisqu'on n'est pas très loin de Lyon et de Saint-Étienne notamment. Donc comme Monsieur Duvar, nous aussi, on a des mouvements pendulaires très importants, puisque 2/3 des actifs de notre territoire travaillent à l'extérieur. Donc le budget transport des ménages des Pilatois, c'est comme ça qu'on appelle les habitants du Pilat, c'est le double de la moyenne nationale. Donc quand on s'est aperçu de cela en 2009, oui, parce qu'on est un peu plus vieux, d'ailleurs je pense que je suis la plus vieille aussi, du coup on a démarré en fait un travail sur la mobilité suite à un bilan énergétique qu'on avait fait sur l'ensemble du territoire, et cet engagement en faveur de l'écomobilité pour diminuer les dépenses de transport, les émissions de gaz à effet de serre, enfin les dépenses d'énergie plutôt, et les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a créé une maison de la mobilité. Alors c'était une instance qui était co-gérée par une association citoyenne, Pilatitude, et le parc naturel régional du Pilat. Donc à partir de 2009, on a testé plusieurs choses en matière de mobilité. Et puis nous, la structure parc, on a aussi voulu donner l'exemple. Donc on a travaillé sur notre plan de déplacement au sein de la structure, et on s'est bien sûr aperçu que nos véhicules de service étaient finalement assez peu utilisés, et qu'il pouvait être intéressant de les autopartager. Donc on a testé ça dès 2013. Alors désolé pour monsieur le député de l'Orne, mais le premier service d'autopartage en milieu rural de France, c'est dans le Pilat, parce que c'était en 2013. Et d'ailleurs me rappelait Stéphanie Pesanti de Cities, à cette occasion on avait reçu un prix, le prix coup de cœur de French Mobilité, qui nous avait été remis par Elisabeth Borne, qui était ministre en charge des transports à l'époque. Puis dans la foulée, je tiens aussi à souligner, c'est pas parce que j'en veux à monsieur le député de l'Orne, mais alors nous on a été beaucoup soutenus par l'ADEME. Donc je vois Mathias Coppi aussi dans la salle, donc je tiens à remercier aussi l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'époque Rhône-Alpes, qui nous a beaucoup aidés dans toutes nos initiatives un peu foisonnantes en matière de mobilité, puisqu'en 2009 c'était quand même je pense qu'on, sans vouloir trop se vanter, on était parmi les pionniers. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Oui, du coup, on a aussi développé l'autopartage entre particuliers, mais cette fois en s'inspirant d'une expérience qui avait été mise en place par la communauté de l'Ouest rhodanien et par le syndicat mixte de transport de la région clermontoise. Donc, on accompagne cet autopartage entre particuliers depuis 2020. On a eu la bonne idée de le mettre en place en plein Covid, et ça a quand même marché. Merci. Samuel, vous avez développé l'autopartage avec des véhicules plutôt électriques sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à la fois sur ce choix de l'électrique et plus généralement sur le bilan que vous en faites, soit pour les usagers, et que vous en faites vous en tant que collectivité AOM ?
Oui, merci. Donc, on a le service qu'on propose, c'est de l'autopartage en boucle également. On a actuellement 15 véhicules. Donc, pour nous, pour le coup, c'est beaucoup plus récent puisque ça date de la fin de l'année dernière. Donc, il y a 15 véhicules, 100% électriques, comme je l'ai dit. On a 9 véhicules légers, 5 utilitaires et un van de 9 places. L'un des objectifs, c'était de démotoriser et de réduire le nombre de véhicules, puisque comme je vous le disais, on a des bouchons chez nous. Donc, alors, on n'a pas, notre rêve n'est pas jusqu'à 7 ou 9 ou même plus véhicules remplacés par un véhicule en autopartage, mais déjà, si on en a 3 ou 4 qui sont remplacés, ce serait très bien. Et l'achat ou le renouvellement du 2e ou du 3e véhicule du foyer qui ne se ferait plus grâce à ces véhicules en autopartage, ça nous intéresse beaucoup. Alors, j'ai appris ce matin, donc avec 13 000 véhicules en autopartage en France, que les nôtres représentent 0,1% de ce parc-là, ce qui est une grande fierté pour un territoire rural comme le nôtre. Voilà, ça c'était la petite boutade. Donc sur le fonctionnement, on est donc sur 15 véhicules, comme je vous l'ai dit. L'entretien, l'assurance, la supervision est assumée par Agile Autopartage. Et la grande spécificité, ce qui est très utile pour nous en tant que collectivité, c'est qu'il y a une salariée locale qui s'occupe d'accompagner les clients, de promouvoir le service, d'assurer cet entretien, etc. Ce qui était un gros atout parce qu'on aurait eu beaucoup de mal à imaginer d'entretenir nous-mêmes ces véhicules. Vous savez, souvent, les collectivités sont capables d'investir. C'est beaucoup plus compliqué en matière de fonctionnement. Et le retour qu'on en fait, alors c'est tout récent comme je vous le disais, mais on est déjà à plus de 300 inscrits pour le service. On atteint au mois de mars une location par jour, notre objectif étant à 3 ans une location par jour et par véhicule. Et donc en fait on est très très satisfait. Ça se passe très bien. Il y a 100% d'avis positifs, 5 étoiles de la part des utilisateurs. Donc voilà, le retour qu'on peut en faire, même si c'est très récent, il est extrêmement positif. Marine, peut-être sur le fonctionnement du service et puis le retour des usagers, de vos usagers sur Dromolib. Donc oui, le service qu'on a développé s'appelle Libellule. On le porte sur les 2 territoires, communauté de communes Val de Drôme et Crétois Pays de Saillant. On a acheté 4 voitures électriques, donc des Zoé. On souhaitait acheter un utilitaire, mais on n'en a pas trouvé sur le marché de l'occasion à l'époque. Elles ont quand même une autonomie de 250-300 km. Et on les a installés sur 2 communes. Alors, la commune de Oust-sur-Scie, qui comprend 2500 habitants, où il y a 2 véhicules, et une zone d'activité sur Eure, qui comprend 400 salariés, on va dire, une soixantaine d'entreprises. Et en effet, en termes de répartition des rôles, les intercommunalités ont aménagé les stations. On s'est appuyé notamment à Oust sur des bornes du réseau e-borne en lien avec le syndicat d'énergie de la Drôme. Et sur la zone d'activité, la communauté de communes a souhaité installer 2 bornes de recharge dédiées. Et Dromolib anime, gère, pilote le projet, on coordonne les prestataires, on anime, on communique, on fait connaître le service, on accompagne les utilisateurs en effet avec des démonstrations sur le fonctionnement vraiment en station pour les premiers usages, et on anime la communauté. On travaille avec Clem qui nous fournit la plateforme d'inscription, de réservation, le système de boîte à clés qui gère les règlements et fournit aussi l'assistance technique 24/24, donc ça c'est important. Et en termes de tarification, on est parti sur une tarification un peu haute en 2023. On était à 6 € de l'heure pour la formule sans abonnement, 4,50 € avec une formule avec un abonnement de 15 € par mois sans engagement. Et on a créé aussi une formule entreprise et association, du fait aussi qu'il y ait une proposition sur la zone d'activité. Ça, c'est une expérimentation pour 2 ans aussi, c'est pour le dire. On démarre, voilà, là vraiment pour 2 ans, donc c'est vraiment un démarrage. Là, 4 véhicules, c'est très modeste, voilà, pour démarrer. Ça contribue pas vraiment à la décarbonation sur le territoire. On en est bien conscient à ce stade, mais on réfléchit déjà à la suite. Donc en effet, sur le bilan qu'on a, il est aussi très précoce et très jeune. On a un retour d'expérience d'1 année, on va dire l'année 2023. Donc on a une centaine de personnes qui se sont inscrites. Aujourd'hui, on est déjà un peu plus de 120 quelques mois après. Et nos véhicules ont parcouru, les 4 véhicules, 29 000 km sur 1 année. On s'était donné un objectif de 10 000 km parcourus par voiture au bout des 2 ans.
Et on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait 3 véhicules qui les atteignaient quasiment au bout de la première année. On voit bien que sur la zone d'activité, en fait, c'est aussi un des retours d'expérience qu'on fait. Les entreprises n'ont finalement pas répondu aussi fortement que ce qu'on attendait. Elles avaient exprimé le besoin, mais c'était avant le Covid. Et on s'est rendu compte qu'entre-temps, elles se sont organisées. Je pense qu'il y a d'autres pratiques aussi qui se sont développées entre le télétravail, la vidéoconférence, etc. Et aussi du turnover dans les équipes qui fait que finalement, les expressions qu'on avait recueillies en 2019 étaient plus d'actualité. En tout cas, les entreprises n'ont pas répondu autant qu'on le souhaitait. On a fait une enquête utilisateur et en effet, les utilisateurs sont plutôt satisfaits. Nous, c'est 4 sur 5. On n'a pas les 5 étoiles. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de femmes dans notre panel. Il y a 60% de femmes, 40% d'hommes, majoritairement des personnes actives, 90%, on a 10% de retraités et étudiants. Et dans ces personnes qui utilisent, il y a un quart déjà des personnes qui ne possèdent pas de véhicule. Donc c'est une vraie solution pour elles, pour se déplacer, pas au quotidien, mais quasi, en tout cas régulièrement aussi. Il y a 20% des personnes qui ont 2 voitures ou plus. Donc là, c'est aussi l'enjeu pour nous, à terme, de travailler sur ces 20% qui possèdent 2 véhicules. Et voilà, quoi dire d'autre sur le financement, donc cette expérimentation de 2 ans, c'est 175 000 €. On va dire qu'il y a 50% d'investissement, tout compris, 50% de fonctionnement sur les 2 ans, avec donc des financements PIA, Caisse des dépôts, des financements des intercommunalités pour 22%. On a eu aussi des financements FEDER pour financer l'animation et notre temps de travail dessus, et les recettes de location qui viennent équilibrer. Et on réfléchit en effet déjà à la suite de l'expérimentation, puisque l'idée c'est vraiment d'aller plus loin que ces 4 véhicules. Ce que je voulais rajouter, c'est aussi qu'en effet, sur le territoire, il y a déjà une dynamique avec des groupes d'autopartage entre particuliers, notamment une association qui a été, alors je vais dire pionnière, mais on verra, en tout cas pour se créer en tant qu'association dédiée à l'autopartage, qui s'appelle Créer Autopartage, qui s'est créée en 2014, qui regroupe 30 adhérents pour 6 véhicules partagés. Et ça a en fait donné envie à d'autres collectifs d'habitants ou associations ou espaces de vie sociale aussi de travailler sur ce sujet-là et de partager des véhicules de particuliers avec toutes les limites que ça a. On sait qu'il y a énormément de contraintes sur l'assurance, notamment en cas d'accident responsable de la part de l'emprunteur. Et on n'a pas vraiment encore de solution idéale, en tout cas, et généralisable et qui se sont massifiées. Mais en effet, ça a donné des envies, donc à Saillant, à Die, à Dieulefit, à Saint-Julien-en-Quin. Et c'est une dynamique qu'on a animée avec Dromoli, puisqu'on a permis à ces groupes d'échanger, de partager des retours d'expérience qu'elles avaient vraiment envie et besoin, et de lever les points de blocage, en tout cas de les identifier pour essayer de les traiter ensemble. Pauline, vous aussi, vous avez mené cette côté Valence Romand Mobilité, cette analyse un petit peu des usages de l'autopartage, et ça vous a d'ailleurs amené à déplacer des stations. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Oui. Donc nous, on a commencé tranquillement l'autopartage. Voilà, donc on avait 6 véhicules qu'on avait plutôt au début mis dans les villes un peu plus importantes de notre territoire, Valence, Romand, et puis petit à petit, on a élargi le maillage, sur des zones périurbaines, sur des villes un peu plus petites, Bourg-Péage, Alixandre, donc des villes qui font environ 2000-3000 habitants. Donc on a commencé, on avait une centaine d'usagers, on est passé à 500, là on augmente petit à petit, on espère qu'on va arriver à 1000 usagers réguliers prochainement. Donc ça représente quelques centaines de milliers de kilomètres par an qui sont faits en autopartage. Donc voilà, si on considère que chaque kilomètre fait autrement de toute façon est une victoire, on est ravis de ces chiffres. Donc voilà, on s'inscrit aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans une feuille qualité de l'air, une feuille de route qualité de l'air, avec le soutien de l'ADEME aussi, que je remercie. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un point très positif sur le climat, les énergies, etc., sur l'autopartage. On a aussi été ravis du profil des usagers, en fait, des autopartageurs, de leur mode de déplacement. Donc, c'est des usagers qui déjà se démotorisent. Donc, pour 70% des usagers, ils ont abandonné leur deuxième voiture, voire même leur première. Car voilà, on a les mêmes taux à peu près, nous, de motorisation qui sont très élevés aussi chez nous. Donc, cette démotorisation et ce profil des usagers a répondu aux objectifs qu'on s'était donnés.
on a vu aussi que les usagers faisaient de moins en moins de kilomètres en voiture. Donc c'est vrai qu'au début, quand je regardais les statistiques, je me disais, bon, de moins en moins de kilomètres en voiture en autopartage, souvent on a envie que ça monte. Mais en fait, après, en y réfléchissant, finalement, c'est des usages plus rationnels de la voiture. Les gens mutualisent leurs déplacements ou, et ça c'est le troisième point positif aussi des usagers, ils font les kilomètres autrement, en vélo, en covoiturage, en transport en commun, etc. Donc ça aussi, c'est un gros point positif pour nous du service d'autopartage, chez une utilisation différente de la voiture. Donc, pour revenir aussi sur l'expérience des stations, donc c'est vrai que nous, on s'est voulu aussi assez libre, assez flexible pour la localisation des stations. Parfois, on a fait des erreurs dans la localisation. On avait par exemple voulu en mettre au niveau des parkings relais, parce que c'est vrai que parking relais, souvent, on pense package de services, vélo, bus, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas l'autopartage. Donc je confirme, après je serais intéressée d'échanger si d'autres ont eu cette expérience, mais nous ça n'a pas marché. C'est vrai que venir en voiture pour prendre une voiture, maintenant après réflexion je me dis que c'était pas très très logique, mais voilà, on a essayé en tout cas. Donc on a déplacé aussi des véhicules, parce que finalement, quand c'est des voitures hybrides ou à motorisation classique, c'est assez facile en fait, c'est du marquage au sol, un totem, quelques mois on voit que ça fonctionne pas, et bien allez, on change, et ça s'est toujours bien aussi passé pour expliquer ça à la fois aux usagers et aux élus. Donc voilà, ça c'est tous les points positifs. Pour revenir un peu sur les points aussi, les points d'amélioration, c'est aussi par rapport au profil des usagers d'autopartage. Donc c'est vrai que c'est majoritairement des personnes actives entre 25 et 50 ans, plutôt CSP+. Donc c'est vrai qu'on aimerait un petit peu diversifier aussi, aller toucher d'autres personnes. Donc on travaille avec les étudiants, les jeunes, donc ça passe par des stands de sensibilisation dans les universités, du travail avec les auto-écoles. On aimerait aussi augmenter les usages professionnels, parce que c'est vrai que malgré des offres intéressantes auprès des professionnels et auprès des salariés, on a encore du mal à toucher tous les pros qu'on voudrait, même si on a déjà, on aimerait augmenter aussi cet usage professionnel. Et puis aller aussi un peu plus vers du public en insertion, des personnes aussi qui sont un peu plus éloignées de toutes ces solutions de mobilité. Mais on sait, au regard de tous les enjeux de la mobilité inclusive en ce moment, que c'est aussi un sujet très, 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 très important. Et puis peut-être pour finir aussi sur les points positifs, je conclurai les partenariats aussi que ça nous a ouvert avec avec les communes, et puis aussi avec des opérateurs de parking. On a travaillé avec des gros opérateurs de stationnement qui nous ont mis à disposition des places. Donc beaucoup de positifs et de bons retours à la fois sur les chiffres, mais aussi sur l'expérience en général de l'autopartage sur notre territoire. Sandrine, sur le PNR du Pilat, du coup, vous aviez ouvert votre service de partage à la fois donc à vos salariés et aux usagers particuliers. J'ai compris que donc les usages particuliers étaient devenus majoritaires. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur ce bilan et sur la satisfaction du PNR du Pilat sur le lancement de ce service ? Alors nous, attention, c'est un service très modeste, puisque c'est aujourd'hui 2 véhicules qui étaient dans le pool de véhicules de service qui sont qui sont utilisés toujours par les salariés du parc à titre pro et à titre personnel si ils veulent s'abonner à Cities. Je regarde Stéphanie à chaque fois. Et bientôt un 3e véhicule qu'on va mettre en place dans parce que les 2 véhicules, ils sont à proximité du siège du parc, qui est Pélussin, qui est une petite ville de moins de 3000 habitants. Donc on va dire que du coup, ça reste un peu en cercle fermé. Donc à ce jour, on a quand même 21 clients différents, donc ce qui est déjà pas mal. Et puis, on a un partenariat avec l'Office du tourisme qui est assez intéressant parce qu'il permet à des personnes de venir tester le service sans s'abonner forcément à Cities. Donc, c'est des personnes qui se disent « Bon, je veux voir comment ça marche. Je veux aussi tester le véhicule hybride, là, tout neuf que vous venez d'acheter au parc et que vous nous mettez en libre service. » Ou ça peut être un touriste qui arrive sur le territoire sans voiture, ou encore quelqu'un qui a une voiture qui est accidentée et qui n'a pas réussi à avoir de la part de son garagiste un véhicule de courtoisie. Donc, c'est un peu ces usages très divers qu'on a via le badge dit de l'Office de tourisme. Et sinon, pour les clients plus réguliers, donc il y a 3 structures employeuses, dont le parc, et puis de l'hôpital local qui est à proximité, ainsi qu'un
petit cabinet d'études d'architecture. Et le reste, donc, ce sont des personnes individuelles. Donc, c'est souvent, ça peut varier dans le temps. Donc, c'est souvent des personnes qui cherchent à se passer, en effet, d'un second véhicule. Ça peut être des jeunes urbains qui arrivent s'installer à Pélussin et qui ont l'habitude de la ville et donc de ne pas forcément avoir une voiture ou de pouvoir en emprunter dans d'autres réseaux d'autopartage installés en ville. Voilà, c'est aussi des pionniers, enfin des gens qui sont convaincus qu'il faut changer de manière de se déplacer. Et c'est souvent des gens qui utilisent d'autres services de mobilité alternatifs qui existent sur le territoire. Bon, par contre, c'est rarement des gens qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour aller au travail. Ça, c'est jamais le cas. Donc, ces 2 voitures sont installées à Pélussin. On est en train d'en mettre une 3e à Bourg-Argental, qui est une ville un petit peu plus au sud, où là aussi, il y a une antenne de l'Office du tourisme, où il y a beaucoup de salariés du parc qui habitent. Donc, on va tester pour voir si ça fonctionne. On avait aussi, avec le soutien toujours de l'ADEME, essayer de développer, enfin d'inciter d'autres collectivités à faire comme nous, voire d'autres entreprises à donc mettre leurs véhicules de service à disposition déjà de leurs salariés, puis au-delà de la population, mais on n'a pas réussi à convaincre. Donc ça, c'est une petite déception. Il y a une commune qui a voulu tester de mettre à disposition de sa population un véhicule, mais qui n'a pas voulu passer par un service type Cities ou Clem, comme vous l'avez cité, et qui s'est heurté en fait à un problème d'assurance. C'est-à-dire qu'en gros, l'assureur a dit, ben là, en fait, vous devenez un loueur de véhicules, donc il faut payer comme un loueur de véhicules l'assurance, donc ce qui n'était pas possible pour les finances de la collectivité. Donc oui, je voulais souligner, il y a un petit souci assurantiel quand même. Et puis je voulais aussi revenir sur l'autopartage entre particuliers, pardon. Donc on l'a mis en place en 2020-2021 et nous, depuis la loi LOLM, on n'a plus d'animateur, de chargé de mission mobilité au parc. Donc c'est moi qui fais office d'eux en tant que directrice, donc autant dire que je ne fais pas grand-chose. Donc ça, nous, la loi LOLM, elle ne nous a pas trop aidés. Donc sur le territoire du Pilat, il n'y a plus d'animation de proximité, il n'y a plus personne qui vient accompagner les gens dans leur changement de comportement vis-à-vis de la mobilité. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est dramatique. Et depuis 2009, pourtant, on dit que c'est important, mais on n'a pas réussi à convaincre les AOM de se doter d'une animation de proximité pour accompagner les gens à changer de mode de faire. Donc ça, c'est aussi un petit souci. Donc, je reviens sur l'autopartage entre particuliers. Donc, on aidait, on n'aide plus trop, puisqu'on n'a plus les moyens de le faire, des groupes d'autopartageurs à se mettre en place. Et on continue à le faire, mais très modestement. Et en fait, on prend en charge une assurance qu'on a contractualisée auprès de Groupama, qui permet, s'il y a un accident qui est provoqué par une personne qui n'est pas le propriétaire du véhicule, et bien le propriétaire du véhicule, il n'y aura pas d'incidence sur son malus. Pardon, je n'utilise peut-être pas les bons termes, mais en gros, on est plusieurs collectivités à avoir contractualisé avec Groupama pour développer cet autopartage entre particuliers. Donc, j'ai déjà cité tout à l'heure la communauté de l'Ouest rhodانien, le syndicat mixte de transport de la région clermontoise et aussi le parc de Chartreuse. Et récemment, on a voulu tenter de changer d'assureur, on n'en a pas trouvé. Donc là aussi, encore une fois, un gros souci, question assurance. Et Groupama aussi a modifié son contrat parce qu'il estimait qu'il avait peut-être sous-estimé le risque. Or, nous, on a 8 groupes d'autopartage à peu près. C'est peut-être un peu plus pour les autres collectivités que j'ai citées. Mais en gros, depuis, on va dire, je pense que l'accord a mis en place son système dès 2018. On n'a jamais connu d'incident. Donc, entre particuliers, les gens sont très respectueux du véhicule. Il n'y a jamais eu de problème. L'assurance n'est jamais intervenue. Donc, on n'a pas trop non plus compris pourquoi, soudain, le risque avait soi-disant été sous-estimé.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Pardon, je me suis peut-être un peu perdue. Merci Sandrine, non, c'est très bien. Pour continuer sur les difficultés, du coup, alors Samuel, vos pays de faïence, vous avez rencontré des difficultés, alors pas tout à fait la même nature, mais plutôt liées à l'électrification de la flotte finalement et aux bornes de recharge électrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Effectivement, on a été ambitieux dans le sens où on est allé sur d'autopartage, mais en plus 100% électrique. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est 15 véhicules, ça je vous l'ai dit, de marque française assemblés en France. C'était important à la fois pour nos élus et pour Agile Autopartage. Et donc ça me permet aussi de revenir sur quelque chose qui a été dit dans la table ronde précédente. On est aussi sur des véhicules très qualitatifs. Et je confirme que c'est important. À la fois pour inciter à l'usage et pour le respect du véhicule. En effet, une de nos principales difficultés a été l'électrification, de partir sur du 100% électrique et donc l'installation des bornes de recharge électrique parce qu'on se trouvait à cheval sur 3 compétences différentes assumées par des autorités différentes. Compétence mobilité, donc, qui venait d'être prise en 1er juillet 2021 par la communauté de communes. Compétence IRVE qui elle est communale et pour certaines de nos communes transférée à un syndicat. Donc pour le même projet, 3 autorités différentes. Alors, pour ceux qui sont parmi les nombreux fonctionnaires de certaines collectivités territoriales, vous savez ce que ça veut dire, c'est compliqué. Et donc l'installation de ces bornes, donc il a fallu trouver les emplacements de stationnement, donc négocier avec les communes pour qu'elles soient d'accord pour mobiliser des emplacements dédiés à ces futurs véhicules d'autopartage électrique et faire installer les bornes. Et alors là, vous avez à peu près 7 interlocuteurs différents, 7 à 9 étapes, ça prend des mois, c'est infernal. Donc ça, c'était la principale difficulté, en plus de ce chevauchement des compétences publiques. J'en profite aussi pour rebondir sur ce qui a été dit à la table ronde précédente. Pour les territoires ruraux, en particulier, pour offrir des alternatives à l'autosolisme et donc déployer des services de mobilité, le versement mobilité n'est pas la solution. Sur les territoires ruraux, il y a trop peu d'entreprises qui répondent, qui sont au-dessus de l'assiette. Et même s'il y en a quelques-unes, ça ne suffit pas pour financer les services de mobilité sur des territoires ruraux. Donc, ce n'est pas une difficulté spécifique qu'on a eue à ce projet-là, mais c'est une difficulté globale qu'ont les territoires ruraux, je pense, pour en avoir déjà discuté ailleurs. Donc non seulement le versement mobilité, ça je l'ai entendu notamment dans des instances du GART, n'est pas suffisant pour les territoires qui sont beaucoup plus urbains, mais sur les territoires ruraux, c'est pas que c'est pas suffisant, c'est que c'est pas du tout la solution. Donc il y a un enjeu de financement et pas seulement de financement d'investissement, c'est presque plus des enjeux de financement de fonctionnement sur ces services de mobilité en territoires ruraux en particulier. Je me permets de le lire parce que voilà, on a l'opportunité de porter la parole un peu des territoires ruraux ce matin. Et voilà, au-delà des difficultés qu'on a eu à mettre en œuvre ce projet d'autopartage, globalement, pour la mobilité en territoire rural, on a une vraie difficulté de financement. Voilà. Marine, peut-être sur les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être liées notamment à votre statut d'association entre donc les comités de communes et finalement un sous-traitant qui est l'opérateur d'autopartage. Est-ce que ça a été une difficulté à rencontrer? Alors c'est vrai qu'habituellement le portage il se fait en direct par les intercommunalités avec un opérateur d'autopartage. Là on venait nous apporter cette brique aussi de l'accompagnement des usagers dont on a parlé, donc Karima Deli rapportait l'importance en effet dans le changement de comportement. Et en même temps, on assemblait et on pilotait aussi le projet. Donc en effet, il y avait des fois des ajustements et prendre des décisions et jouer la coopération entre 2 territoires qui ont leur propre schéma de gouvernance et de décision aussi en interne. Voilà, plus nous en tant qu'association, notre légitimité à cet endroit-là. Voilà, souvent, voilà, on discute à 3, mais au final, on avance et on progresse et on coopère plutôt bien sur ce territoire. Dans les difficultés, nous, c'était si aujourd'hui les usagers nous disent qu'ils trouvent que le service est de qualité, qu'en plus il est flexible, ils trouvent que la voiture électrique c'est confortable, que c'est
hyper agréable à conduire. Il y a aussi en effet des personnes qui sont réticentes à la voiture électrique, qui ont peur, qui trouvent que c'est compliqué de devoir débrancher une voiture, de devoir la rebrancher. Donc c'est vrai je pense qu'on a aussi ce double challenge dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, de me dire ah mais c'est vrai qu'on accompagne l'électromobilité aussi, et qui n'est pas une évidence, quoi. En plus de devoir passer à l'autopartage et de changer son rapport à la voiture. Donc il y a cette double difficulté, mais au final les gens sont contents et nous on pense qu'on contribue vraiment aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, surtout avec des véhicules d'occasion. Moi, je dirais plutôt que la difficulté la plus importante, c'est ce temps long du changement de rapport et de notre rapport, je m'inclus aussi dedans, à la voiture, dans une expérimentation qui dure que 2 ans, donc qui est très court terme. Et on sait qu'on a besoin de beaucoup plus de temps pour convaincre, pour permettre aux gens de tester avant d'adopter, et de faire ce chemin qui demande de nombreuses années. Voilà, et je dis le temps long de changement des usagers, mais il y a aussi le temps long pour convaincre les élus. Certains élus qui, pour eux, il n'y a pas de problème, les gens ils ont des voitures en fait, puisque c'est comme ça qu'on se déplace sur nos territoires. Donc de passer à l'autopartage, c'est aussi une nouvelle culture, et des élus, et je le dis clairement, qui sont majoritairement âgés et des hommes dans nos territoires, parce qu'ils ont le temps, et tant mieux, heureusement qu'il y a aussi ces personnes-là pour animer la gouvernance des collectivités. Mais voilà, il y a aussi, je pense qu'on a à convaincre, en effet, dans un moment où les budgets de fonctionnement sont très tendus, où il y a, je pense, un fantasme que ce genre de service puisse être rentable. Bon, on a quand même réussi à leur faire comprendre qu'on va viser l'équilibre et ce sera déjà pas mal si on y arrive dans 10 ou 15 ans. Mais en effet, on sent qu'on a besoin de les convaincre que les investissements qu'ils vont faire aujourd'hui ou demain vont être importants et vont générer des économies à moyen terme et à long terme. Voilà, là, il y a un enjeu, je crois, fort. En tout cas, une difficulté, en effet, à convaincre tous les élus. Autant les élus qui portent les projets, qui sont sur les sujets de mobilité, eux, sont convaincus. Mais ils nous rapportent qu'ils ont du mal à convaincre les autres élus de leurs assemblées et qui partagent la décision avec eux. Voilà, je parlerai de développer la pratique. Donc nous, sur les principales difficultés, donc la première, je dirais au lancement, c'est d'obtenir très clairement les meilleures places à l'endroit où on s'était déployer les véhicules. Donc les places en sortie de gare, les places en hypercentre, même si on parle de villes moyennes ou de petites villes, mais bon, il y a toujours en fait les quelques places où il y a de la congestion sur le stationnement, etc. et qui sont aussi les meilleures places pour déployer les véhicules. Donc là, ça n'a pas toujours été facile, et ça va un petit peu ce qu'on disait aussi de convaincre les élus, parce que rapporté au nombre d'usagers, mais que c'est important d'avoir ces places, parce qu'on sait aussi que les usagers de l'autopartage, ils ont connaissance des véhicules souvent en les voyant. C'est la majorité des causes. Ils voient une station, ils se disent allez, j'y vais, je vais sauter le pas, elle est pas loin de chez moi, ou elle est bien placée, etc. Elle est accessible en transport en commun, en service vélo, etc. Donc c'est vrai que vraiment avoir les meilleures places au début, c'était compliqué. Donc avec les 6 premiers véhicules, c'était les 6 plus difficiles. On a quand même eu des bonnes surprises, comme je disais tout à l'heure, avec des opérateurs de parking qui nous ont ouvert leurs portes de leur parking aussi, notamment en gare. Donc ça, c'était aussi positif. Donc, mais petit à petit, c'est vraiment une difficulté qu'on arrive à lever. Sur la dizaine d'autres véhicules, c'était beaucoup plus facile parce que le service était éprouvé, on voyait qu'il fonctionnait, il y avait des bons retours des usagers. Donc c'était une difficulté, on va dire, qui tend à s'amoindrir, même si encore sur certaines zones, on a des petites discussions pour pouvoir placer au mieux ces véhicules. La deuxième, c'est la question de l'électrification. Pour les mêmes raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est quelque chose de complexe en termes de compétences, donc déployer des bornes. Donc nous, c'est un syndicat, les syndicats d'énergie de la Drôme. Donc on s'est dit, c'est un peu compliqué forcément d'en déployer si finalement on se branchait aux bornes existantes. Donc là aussi, c'était complexe parce qu'on rentre en concurrence entre guillemets avec les usagers privés aussi. Donc pareil, en fait, finalement, un peu comme les places de stationnement, avoir en plus les meilleures bornes entre guillemets, les mieux placées. Ça, pour le moment, on n'y est pas encore arrivé. Donc très clairement, ça fait partie des défis pour la suite, pour l'autopartage sur notre territoire. Donc ça serait d'arriver à déployer des véhicules électriques et de lever ces difficultés. Donc des journées comme aujourd'hui sont encourageantes parce qu'on voit que plein d'autres territoires y arrivent. Donc pourquoi pas nous ? Voilà, c'est ça. Et peut-être aussi un levier qu'on se dit, c'est plus travailler en amont des projets, donc dans les programmes de développement urbain, les programmes d'habitat, etc., pour pouvoir localiser une station d'autopartage et puis une borne en amont, en amont des projets pour pouvoir déployer ces véhicules.
Et on souhaite aussi, parce qu'on n'a pas une flotte encore trop diversifiée, on pourrait diversifier un petit peu plus notre flotte. Donc on est sur des petits utilitaires ou des petites citadines, des berlines. Donc on pourrait penser à des véhicules un peu plus grands, des véhicules accessibles au PMR, etc., des 9 places. Enfin, voilà, diversifier un petit peu notre flotte de véhicules, ça fait partie aussi des défis qu'on a à l'heure actuelle. Sandrine, vous avez déjà parlé un petit peu des difficultés. Peut-être sur c'est quoi la suite finalement de votre service d'autopartage sur votre territoire? Alors, du coup, comme nous ne sommes pas AOM, du coup, notre principale difficulté, que j'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est d'arriver à convaincre certains élus de ces AOM, enfin les élus de ces AOM, à inciter au développement de l'autopartage. Donc je reviens quand même sur les difficultés. J'ai cité les assurances, j'ai cité le problème d'animation qui rejoint ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, que en fait c'est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés à investir, hein, même nous qui sommes pas une collectivité très riche, mais par contre question fonctionnement ça reste difficile, et pour les AOM ça semble être le cas également. Je voulais aussi dire que nous, on n'est pas passé à l'électrique, hein. Enfin, on est sur des véhicules hybrides parce que les bornes électriques sont très peu encore déployées sur notre territoire, et que nous-mêmes, on n'a pas la main, contrairement à ma collègue, sur ce développement-là, enfin un peu moins. Mais par contre, l'avènement du véhicule électrique, ça a eu un effet aussi un petit peu retour à la voiture en usage individuel. C'est-à-dire que ça a limité la volonté d'autopartager, parce que des gens se sont dit « Ah, mais en fait, en passant à l'électrique, ça règle beaucoup de problèmes, donc je reste avec ma voiture en individuel et je ne cherche pas à améliorer plus que ça mon bilan carbone, mon bilan émissions de gaz à effet de serre. » Donc je dois dire qu'il y a eu aussi ce petit phénomène qui peut-être va disparaître au fil du temps, j'espère. Et donc pour l'avenir, le souhait de notre territoire et en lien avec Cities, c'est pour l'autopartage en boucle et en autoservice, c'est d'arriver à l'ouvrir à des personnes en situation de vulnérabilité. Donc on a des crédits pour ce faire, parce que ça y est, on a réussi à en retrouver. Donc je pense qu'on va aller on va essayer en tous les cas d'accompagner un peu plus ce public qui est finalement pas celui qui a accès à toute l'information qui existe en matière de mobilité sur le territoire. Donc on va travailler en lien avec nos communautés de communes qui ont aussi une compétence dans le domaine du social pour arriver à toucher plus facilement ce public-là. Voilà. Et nous, en termes d'avenir, encore une fois, on expérimente très bien le rétrofit aussi. Donc, je ne sais pas où est partie Madame la députée européenne, mais nous, on est partant pour tester des trucs. Donc, si elle veut nous financer, il faut venir nous voir. Voilà. Merci. Peut-être un dernier mot, du coup, Samuel, Marilyn, peut-être sur vos perspectives à l'avenir, la suite de l'autopartage sur votre territoire. Oui, la suite, c'est de continuer l'expérimentation, parce que vous l'avez compris, pour nous, c'est tout récent. La suite, très concrètement, parce que l'expérimentation est déjà un succès, donc on se projette, c'est de préparer une délégation de service public pour pérenniser ce service sur 6 ans à peu près, ou plus peut-être. Et c'est aussi d'articuler l'utilisation de cette flotte existante qui, on l'espère aussi, se développera, avec un usage des agents de nos collectivités, communautés de communes et communes, donc ce qui éviterait aussi à ces collectivités d'acheter des véhicules supplémentaires. Et c'est également d'articuler cette flotte, qui encore une fois qu'on espère développer et agrandir, avec un service de mobilité, de covoiturage à la demande et solidaire. Voilà. Donc on a les véhicules, on a les bornes, on va en rajouter, on y croit fortement, et on veut développer les usages pour que ces véhicules soient le plus utilisés possible et que les autres véhicules thermiques ou personnels soient le moins utilisés possible. Alors de notre côté, on va aussi poursuivre l'expérimentation inévitablement, et on réfléchit déjà à la suite aussi 2025-2026.
Et nous, on a vraiment aussi cette envie d'articuler et de jouer la complémentarité entre l'autopartage en boucle en libre service et l'autopartage entre particuliers sur nos territoires ruraux. On pense vraiment que les deux se complètent aussi très bien. On porte en ce moment un projet d'étude pour préfigurer une stratégie de développement de l'autopartage à l'échelle de la Drôme rurale, où l'idée c'est de réunir l'ensemble des intercommunalités à l'échelle du département avec la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que chef de file AOM, et de travailler sur la base d'un diagnostic mobilité territoriale sur les lieux d'intérêt en effet pour déployer de l'autopartage et d'avoir une cohérence territoriale, de réussir aussi en amont à mobiliser les habitants, les commerçants pour leur faire connaître. Et en effet on parlait de communication et il faut qu'on réussisse à les embarquer un peu à l'avance avant que les projets n'arrivent et débarquent sur leur territoire. Et de travailler évidemment la question des modèles économiques de tout ça, combien ça coûte, est-ce qu'on peut faire des économies d'échelle justement en travaillant et en coopérant à une échelle territoriale un peu plus large. Voilà, l'idée c'est d'avoir aussi un maillage et une offre suffisante sur le territoire pour les usagers mais aussi pour les communes. Donc ça c'est d'une part ce projet qui est important pour nous, pour avoir une vision et pour vraiment être dans notre rôle d'accompagner aussi les collectivités locales. Et en parallèle, on a déjà 2 projets qui sont en cours sur l'autopartage entre particuliers dans le cadre du programme Territoire Inclusion Mobilité Solidaire, le programme TIMS, où on va accompagner justement des groupes d'autopartage entre particuliers à émerger. Et on pourra aussi les outiller en partenariat avec Mobicop et le projet Coloc Auto. Et un deuxième projet aussi auquel on participe sur l'autopartage entre particuliers. On est lauréat avec Mobicop, avec l'ADTEC et avec un labo de recherche brestois sur l'appel à commun de l'ADEME. On a appelé notre projet les clés de l'autopartage. Donc c'est un commun, donc vous êtes les bienvenus pour aussi y contribuer, y participer. L'idée étant de centraliser, en tout cas de recenser les ressources qui existent sur ce sujet. Il en existe plein, mais elles sont assez dispersées et disséminées. Et d'en faire un commun, de les mettre à jour et d'animer une communauté autour de ce sujet de l'autopartage entre particuliers à l'échelle nationale. Donc pour résumer en 3 mots, nous sur les perspectives, ça serait déjà planifier, diversifier et communiquer. Donc planifier, voilà, on l'a fait, comme je l'expliquais un petit peu, voilà, on a tâtonné. Et là, je pense qu'il faut qu'on passe justement à une vitesse au-dessus, nous, de l'expérimentation. Donc voilà, et voir un peu plus loin, être un peu plus visionnaire, intégrer l'autopartage dans les projets, etc. C'est aussi des volontés des élus, une volonté politique aussi qui nous ressort dans le cadre aussi de la révision future de notre plan de déplacement urbain. Donc voilà, plus planifier et avoir une véritable stratégie, même à notre niveau d'autopartage. Diversifier donc dans plusieurs sens, donc diversifier comme je l'ai dit la flotte avec des véhicules différents, diversifier l'énergie aussi avec l'électrification et puis diversifier les profils. Et ça fait le lien aussi avec le troisième objectif et perspective pour la suite, communiquer, parce que c'est vrai qu'on se rend compte quand même encore que le changement de comportement, ça prend du temps, que les gens ont encore du mal à se séparer d'un véhicule, même si voilà, c'est en devenir et sous-jacent. On discute encore régulièrement dans différents événements ou stands qu'on peut faire, voilà, qu'il y a encore une étape à franchir. Donc c'est vrai qu'on multiplie, nous, ces opérations-là de terrain, lors d'événements grand public ou d'événements plus ciblés, auprès des seniors, auprès des étudiants, auprès des personnes en insertion, travailler les pôles emploi. Voilà, diversifier aussi les usages pour finir sur les employeurs. Donc voilà un petit peu nos perspectives pour la suite. Un grand merci en tout cas pour ce panorama un petit peu des territoires, des services d'autopartage en territoire un peu en peu dense, on va dire. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, Fabien Nevers, je travaille pour une communauté de communes en milieu rural. En fait, j'aurais voulu savoir, dans vos retours d'expérience, quel constat vous faites en termes de type de déplacement privilégié par les personnes qui pratiquent l'autopartage, en termes de fréquence, de durée, de kilomètres. Quels sont les motifs principaux des personnes qui utilisent l'autopartage ? On va prendre une deuxième question. Bonjour à tous, Mathieu Chiara de l'Agence des mobilités de la métropole de Lyon. Je voulais revenir sur les foyers avec plusieurs véhicules. De mémoire, vous parliez d'un usager sur 5 dans la Drôme. Est-ce que c'est une cible
que vous adressez particulièrement et comment vous leur présentez et vous les faites changer finalement de ces 2 véhicules à un véhicule partagé. Merci. Bonjour, Valérie Sautret, directrice communication et RSE Europcar Mobility Group. On voit dans vos retours d'expérience qu'il y a beaucoup d'évangélisation à faire, d'huile de coude aussi. Et je voulais savoir si vous aviez envisagé d'utiliser des jeunes en service civique pour promouvoir la mobilité partagée, l'autopartage, les différents usages. Très rapidement, sur le motif des usagers, je vous laisse la parole à chacun. Alors, pour vous répondre très rapidement, c'est extrêmement diversifié. Il y a des usages qu'on n'avait pas anticipés, d'autres qu'on avait anticipés qui ne sont pas encore advenus, mais ça va peut-être l'être. Ça va de utiliser un des véhicules utilitaires pour amener des éléments, notamment des déchets végétaux en déchetterie, par exemple, à partir avec le 9 places en station de ski. Pour l'instant, la moyenne est de 6 heures de location. Et ça témoigne peut-être d'un usage dont je n'ai pas parlé et qui était un de nos objectifs aussi, c'était de répondre à l'enjeu de la ZFE de la métropole de Nice, puisque, comme je vous l'ai dit, on est très polarisé par les Alpes-Maritimes et il y a certains services publics ou de santé en particulier qui ne sont accessibles à notre population qu'au sein de cette métropole. Et donc, avec des véhicules anciens, polluants, etc., ils n'y ont plus accès. Donc c'était aussi pour répondre à cette difficulté. Voilà, pour être très rapide. C'était à vous que la deuxième question. Et la troisième, le service civique. Non, on ne l'a pas envisagé. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, une des grandes intelligences du projet dont on bénéficie sur notre territoire, c'est qu'il y a une salariée qui est là pour promouvoir. Et ça, c'était un atout extrêmement fort pour nous. Ouais. Moi, je peux compléter. Nous, en effet, ce qu'on a observé en une année, le trajet moyen, c'est 5 heures et 70 km. Donc, on est sur des destinations majoritairement à l'échelle de la vallée de la Drôme, mais aussi Valence, Romans, Montélimar, le département, et un petit peu ensuite à l'extérieur. Et un autre retour d'expérience, c'était les usages, majoritairement des besoins professionnels. Se rendre à un rendez-vous professionnel, passer un entretien. Et après, des activités occasionnelles, un rendez-vous médical, une sortie, emmener les enfants à une activité, un loisir, une sortie culturelle aussi, partir en randonnée. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs nous titillent sur dire non, mais le tarif à l'heure, là, ça ne marche pas. Si j'ai une randonnée, j'ai besoin de plus de souplesse sur la fin de ma réservation. Même pour une sortie culturelle le soir, le besoin de pouvoir rentrer plus tard et pas de se donner une heure de faim. Donc ça, c'est des retours d'usage très concrets qu'on a eu. Et sur votre question, j'ai pas le claquement de doigts miracle. Hein. Nous, on s'est formé chez Dromolib sur les méthodes d'accompagnement au changement. Avec changement vivant notamment. C'est des démarches qui sont longues. Il y a plein de théories sur le changement et comment on accompagne le changement. Moi, en effet, je suis aussi dédiée sur ce poste-là, mais j'y passe 40% de mon temps aujourd'hui. Pas que sur l'accompagnement des usagers, sur l'ensemble du projet, mais il y a une partie en effet qui consiste à accompagner les personnes. Et je crois que ça demande beaucoup d'écoute, de savoir où en sont les personnes, quels sont aujourd'hui les freins qui les traversent, qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui pour ne pas pouvoir se séparer du deuxième véhicule et surtout montrer que c'est possible, leur permettre de tester à un moment d'autres solutions. En tout cas, je pense que ça fait partie des clés. Il y en aurait plein d'autres, mais ça demanderait plus de temps pour y répondre. Donc nous, de notre côté, on est plus sur des déplacements ponctuels en termes de typologie de déplacement. Hein, donc aller à un rendez-vous, mais aussi une activité de loisir, une randonnée aussi chez nous. Donc on est plus sur ce type de déplacement-là, aussi bien au niveau des privés que des pros. Donc ce qui implique plutôt des déplacements à la demi-journée et à la journée. On a 2 stations qui sont quand même bien particulières car elles sont à proximité de la gare TGV de Valence. Donc là, il peut y avoir des usages un petit peu plus longs, etc. Sur ces déplacements avec des gens qui partent plusieurs jours. Mais donc c'est des usages un peu spécifique à cette station. Donc pour répondre aussi sur le changement de comportement et la cible du deuxième véhicule, donc très clairement c'est une cible qu'on a bien en tête parce que c'est vrai qu'évidemment des familles qui ont 2 véhicules, il
y a des possibilités pour en laisser un. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye de faire la promotion de l'ensemble du service de mobilité, parce que c'est vrai que l'autopartage ne remplace pas la véhicule pour aller au travail tous les jours. Donc il faut que la personne elle a un autre mode de déplacement pour aller au travail, emmener ses enfants, etc. Donc ça peut être des services vélos, des transports en commun. Donc c'est aussi cet axe-là. On essaye de montrer qu'on n'a pas besoin du véhicule au quotidien, encore moins de 2 véhicules au quotidien, et qu'il y a différents modèles de déplacement qui sont possibles avec l'autopartage en complément ponctuel. Donc ça se répond un petit peu les 2 sujets. Et par rapport au service civique, nous on a aussi la chance d'avoir une personne qui travaille dans mon équipe et qui est dédiée en fait aussi à l'animation, alors pas à 100% sur l'autopartage, mais au changement de comportement et à l'animation, la sensibilisation dans tous les modes. Donc c'est vrai que voilà, pour le moment on a ce modèle de fonctionnement là, et c'est vrai que c'est une chance aussi pour travailler sur ces sujets. Alors pour compléter, du coup nous dans le service d'autopartage en boucle, Citis propose une offre plus intéressante le week-end. Donc les véhicules peuvent être aussi utilisés pour partir en week-end. Donc après c'est à peu près les mêmes usages que les précédents orateurs ont déjà cités. Ça me fait penser aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les années 2000-2010, on avait aussi déjà testé la location de mobylettes pour que les personnes puissent aller passer un entretien. Enfin, c'était des jeunes qui n'avaient pas forcément encore leur permis ou des personnes qui étaient en insertion. Et en fait, on leur prêtait des mobylettes pour se rendre dans un stage ou à une formation, ou voire pour se rendre sur un premier emploi. Voilà, c'était juste pour vous raconter qu'il y a aussi la mobilité partagée, ça peut peut-être marcher. Et puis, pour répondre sur le service civique, et j'arrêterai là, nous, en fait, on n'y a pas pensé, en effet. Peut-être que ça aurait été une solution, mais c'est quand même... Enfin, moi, je considère que c'est devenu un vrai métier, quand même, la mobilité. Donc, au début, nous, quand on a démarré en 2009, on va dire que notre chargée de mission, elle était, enfin voilà, elle n'avait pas de formation, ça n'existait pas vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, c'est plus pour un service civique, quoi. C'est vraiment un vrai savoir-faire. Et pour le second véhicule, pardon. En fait, nous, c'est l'autopartage entre particuliers, en fait, qui correspond, me semble-t-il, assez bien au fait. C'est le second véhicule qui peut être autopartagé entre particuliers plus facilement. C'est une solution. Eh ben, un grand merci pour vos interventions, et merci aux organisateurs aussi de nous avoir accordé cette table ronde sur les zones périurbaines et rurales. Je suis désolé s'il y a encore des questions, voilà, mais on est contraint au niveau timing. En tout cas, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants du jour.